Alors, OSAE, donc Marsa de Ziad al-Rilai, Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement, c'est venu d'une idée relativement simple. On a un manque de connaissances d'abord, un manque de débat, et sur les questions fondamentales liées à nos politiques agricoles et alimentaires, et c'est pas seulement aujourd'hui, c'est pas tel gouvernement ou tel gouvernement qu'on va aborder, c'est en général. Ça fait longtemps que les recherches en sciences sociales sur la question agricole et alimentaire, sur le monde paysan, sur la protection de l'environnement, sur la protection des ressources locales et anciennes ou locales, il y a très très peu de recherches là-dessus. Dans les écoles d'agronomie ou d'agriculture, il y a plusieurs travaux. Malheureusement ou heureusement, parce qu'il y a aussi besoin de ça, il y a beaucoup de travaux qui relèvent de ce qui est technique ou du savoir scientifique. Ça va de la biologie aux techniques de production et de conservation et ainsi de suite. Mais en termes de questions sociales, il y a très peu de choses. Si vous faites le tour des écoles d'agriculture et même au-delà de géographie ou d'autres départements, il y a une production considérable. Anne est trop spécialisée pour le débat général. Elle est nécessaire pour ceux dont le travail c'est de mener la politique, mais en termes de débat, ça ne permet pas de rajouter des éléments pour le débat, de réfléchir sur des questions fondamentales, ne serait-ce que des questions simples. Il y a combien d'agriculteurs en Tunisie? Il y a très peu de gens qui le savent. On a combien de surfaces irriguées? Il y a très peu de gens qui le savent. On a un demi-million d'hectares, 500 000 hectares. Donc, l'idée, d'abord, c'est de créer l'Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement, c'est de produire du savoir sur ces questions-là. Alors, ça peut paraître très ambitieux, peut-être même prétentieux, mais c'est l'objectif qu'on s'est fixé et c'est ce qui nous a permis de nous réunir pour lancer cette initiative. Donc, l'Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement se veut, son ambition, ses prétentions, c'est de devenir un lieu, un centre de production et de diffusion de connaissances sur les questions agricoles, politiques, environnementales, climatiques et ainsi de suite. Donc c'est dans le sens très large. C'est l'eau en fait partie, le foncier agricole en fait partie, les questions sociales qui touchent directement et les producteurs et les consommateurs en font partie, et ainsi de suite. Le deuxième objectif, très rapidement, c'est de former j'allais dire les jeunes, mais ça ne concerne pas que les jeunes parce qu'on ne va pas délivrer des diplômes. C'est la formation en termes d'information. Pousser surtout les jeunes, si possible, dans le milieu étudiant, à mener des travaux de recherche sur ces questions-là. Mais il y a aussi tous les jeunes qui sont impliqués dans la société civile d'une manière ou d'une autre, qui ont été diplômés, qui ne trouvent pas de travail. Il y a un secteur à investir, il y a un secteur à mobiliser pour ça. Et souvent, on rencontre des gens qui ont fait peu d'études ou qui n'ont pas techniquement réussi leurs études, et puis quand on leur donne l'opportunité de mener des travaux de recherche, ils se révèlent brillantissimes souvent. Et on en a rencontré beaucoup, vous en connaissez certainement autour de vous. Donc, ça c'est un deuxième ou un troisième point, je ne sais plus où j'en suis. Et puis, à la fin, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi faire de la production de connaissances? Pourquoi il y a les intérêts scientifiques, il y a les intérêts directement politiques, pousser un peu, favoriser de suivre plutôt une ligne politique qu'une autre, et ainsi de suite. Mais il y a aussi, on fait aussi une association, ce n'est pas un centre privé, ce n'est pas une institution étatique, on est dans la société civile. Et donc, un des rôles de la société civile, du moins tel que moi, je le vois, et je pense que c'est partagé avec mes collègues de l'association, c'est aussi le côté plaidoyer.
On aurait pu commencer tout de suite par inonder les médias et les oreilles par des déclarations. On a fait le choix d'attendre le temps d'accumuler suffisamment d'informations, d'arguments pour que notre plaidoyer soit basé sur des connaissances. Et pas juste tout le monde est d'accord pour dire que la dépendance alimentaire c'est dangereux politiquement. Mais si on ne dit pas pourquoi et si on ne dit pas à quelle hauteur on est dépendant ou pas indépendant, ça peut peut-être mobiliser politiquement, mais ça ne pousse pas au débat parce qu'il n'y a pas d'élément de débat. Et donc nous l'idée c'est de forcer le débat, et j'utilise le mot forcer à bon escient, forcer les débats, forcer à ce que les uns et les autres, les unes et les autres, que ce soit des chercheurs, des politiques, des membres de la société civile, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, et ainsi de suite, à parler de ces questions. La Banque nationale de Gênes est affiliée au ministère de l'Environnement, et ça c'est une question. Je crois que ça c'est un point d'interrogation. Et là je veux bien savoir, elle est où la question par rapport à ce point d'interrogation? Je me demande la même question. Pourquoi on est affilié au ministère de l'Environnement plutôt qu'au ministère de l'Agriculture? Là, probablement, ils ont raisonné avec le terme biodiversité. Voilà. Par contre, on est tout le temps sollicité par les agriculteurs. On est en contact direct avec les agriculteurs. On devrait appartenir au ministère de l'Agriculture. One question and one comment. The question is, what kind of pressure are you, or is the bank, aware of from agrochemical companies to prevent and block the work that you are doing? And the second observation is that one of the key themes in any discussion of food sovereignty is decentralization. And I just wonder whether, is it simply premature, or is it at the moment not possible to think of being more active outside of Tunis, on the ground and in the field, as it were, to ensure that this reciprocity you have with farmers excuse me, is more intense. Donc en fait, on est sous pression pratiquement quotidiennement, sauf que il me semble que la Banque nationale de Gênes, elle nage contre courant. On conserve des semences, des ressources génétiques qui sont locales, qui sont autochtones, qui sont en voie de disparition. Et la part de ces semences ou de ces ressources génétiques est très faible par rapport à ce qui est importé, à ce qui est amélioré. Donc notre démarche, c'est d'organiser des journées de sensibilisation destinées aux agriculteurs pour les sensibiliser à conserver leur patrimoine génétique local, à comparer, à faire des terrains de comparaison entre ce qui est semences importées et semences locales. Et la différence, croyez-moi, elle est bien nette. L'agriculteur la remarque, les techniciens la remarquent également, nous chercheurs on la remarque. Et même économiquement, il n'y a pas de comparaison à faire. Donc il est vrai que l'agriculteur est rapidement emporté par les semences importées, par ces agro, je ne sais pas quoi, mais il est de notre tâche de les convaincre de garder au moins une partie de leur parcelle qui est cultivée par ces ressources génétiques locales. Pour la deuxième question, qui est la décentralisation de la Banque nationale de Gênes, la Banque nationale de Gênes est âgée à peine de 10 ans, donc on n'est pas encore à décentralisation, mais on est également présent dans tous les gouvernorats pratiquement, à travers que ce soit des journées, des activités de conservation chez les agriculteurs. Si je prends le cas des agriculteurs, nous sommes présents sur 14 gouvernorats de la Tunisie, du nord jusqu'au sud, jusqu'à Tataouine. Quoi d'autre? Pour les missions de prospection, nous avons pratiquement prospecté et collecté dans les différentes zones de la Tunisie. Voilà, donc on est présent dans toute la Tunisie. Pour la décentralisation, probablement on pense à faire comme l'a fait l'INGC, à créer des directions ou des unités dans différents commissariats régionaux de développement agricole, mais c'est encore tôt d'en parler.
l'espace semence, c'est le cœur de la BNG. Les premières opérations dès l'acquisition de la ressource génétique. Je prends l'exemple des épis de blé. Donc, lors de la collecte, on ramène ici des épis de blé. Et pour la caractériser phénotypiquement, on se base sur l'épi. Donc, il ne faudra pas le détériorer avant la caractérisation morphologique. Donc, la première étape, c'est la caractérisation morphologique. Ensuite, se fait le battage pour la conservation. Ensuite, on peut faire la caractérisation moléculaire par simple germination des semences qui sont extraites à partir de ce même épi. Et puis, on aura des feuilles et faire l'extraction d'ADN. Par chronologie et logique. Donc c'est la rapidité, en fait, la facilité du test moléculaire qui fait qu'il vient tout de suite après la caractérisation morphologique. Et vous laissez la caractérisation biochimique en dernier, c'est parce que c'est lourd. La caractérisation biochimique n'est pas obligatoire à la Banque nationale de gènes. C'est quelques ébauches de programmes menés par certains chercheurs. C'est plus recherche. Oui, c'est plus recherche. C'est difficile de contrôler l'humidité et la température en même temps. Donc, c'est un choix. On est pour fixer l'humidité, contrôler la température. Est-ce que c'est un choix fait les banques des gènes les labos liés à la conservation de semences qui fait le choix? Non, c'est généralement toutes les banques de gènes ont fait ce choix. Donc, c'est plus facile de contrôler l'humidité en éliminant l'humidité grâce au sous-vide et de contrôler uniquement la température. C'est facile à faire. Est-ce que je peux me permettre de prendre des exemples? Par exemple, pour le céréal, l'aberration, elle est allée jusqu'à chercher du blé avec du gluten. Et donc, le gluten pour avoir une pâte qui gonfle. Et donc, c'est facile à travailler pour les boulangeries. Et c'est pour ça, après, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont cette allergie contre le gluten. Donc, le caractère qu'ils ont choisi pour la lignée pure, entre les deux parents, ils ont choisi des caractères un peu commerciaux. Et voilà, c'est ça le problème. Tout à l'heure, on a parlé donc d'une dizaine d'années de travail, de sélection, et de croisement récurrent, etc. Il y a plusieurs schémas d'amélioration génétique, en fait. Donc, un schéma d'amélioration génétique peut aboutir à l'obtention d'un hybride, comme il peut cibler l'obtention d'une lignée. Quand on dit lignée, ça veut dire qu'elle est génétiquement fixée. Ça veut dire qu'on peut reproduire la semence. Donc, un programme d'amélioration n'aboutit pas forcément à un hybride. Okay. On peut très bien faire de l'amélioration génétique et garder la main, le contrôle sur les semences. Ce monument date vraisemblablement de la fin du XIIe siècle. Après Jésus-Christ. Il n'y a pas une date précise, mais généralement, les historiens sont presque d'accord. Surtout les archéologues qui ont fait des fouilles, etc., sont d'accord, donc qu'il appartient à la fin du XIe siècle. Cette construction a succédé et le couronnement de la construction de la réduction de l'eau, où l'objectif qui était donc de ramener l'eau de Zagouan à Carthage, à une date aussi, qui vraisemblablement, et peut-être plus sûr, qui remonte à l'époque au règne de l'empereur Adrien. Hi. Hey. Là, c'est un sujet que je ne vais pas